52e lettre de Sénèque à Lucilius. Comment Lucilius désignait ce qui, si nous tendons en un sens, nous entraîne dans un autre, et nous pousse du côté que nous désirons fuir? Quel est cet antagoniste de notre âme qui nous défend de jamais rien vouloir une bonne fois? Nous flottons entre des résolutions diverses, nous ne voulons pas avec une volonté libre et absolue, arrêtée pour toujours. C'est, réponds-tu, la déraison, pour qui il n'y a rien de constant, que rien ne satisfait longtemps. Mais comment? Quand nous arracherons-nous à ces prises? Nul n'est par lui-même de force à émerger des flots. Il faut quelqu'un qui lui tende la main, quelqu'un qui le tire à la rive. Certains, dit Épicure, sont parvenus à la vérité sans l'assistance de personne. Ils se sont fait eux-mêmes leur chemin. Cela, il les honore par-dessus tout, car l'élan est venu d'eux-mêmes, car ils se sont produits par leurs propres moyens. Certains, dit-il, ont besoin d'aide. Ils n'avanceront pas si personne n'a marché devant eux, mais ils sauront suivre. Métrodore, selon lui, est de ce groupe. Beaux génies encore, mais de la seconde espèce. De la première, de la grande classe, nous ne sommes pas. Nous admettre dans la seconde, c'est nous faire la part belle. N'est pas de mépris même pour l'homme qui ne peut obtenir son salut que d'une assistance étrangère. C'est un grand point déjà de vouloir être sauvé. Outre ces deux-ci, tu rencontreras encore une catégorie d'hommes qui, elle-même, ne mérite pas le dédain. Elle peut parvenir au bien sous l'empire de la contrainte. Ici, un guide ne suffirait pas. On l'appellera moniteur et, pour ainsi dire, dresseur. C'est la troisième nuance. Si de ce type également tu cherches un exemplaire, Épicure dit « tel était Emarchus ». Et ainsi il réserve ses félicitations à Métrodore et son admiration à Emarchus. C'est que s'ils sont arrivés l'un et l'autre à une même fin, il y a malgré tout plus grand mérite à avoir réussi un même ouvrage dans une matière plus difficile. Suppose en effet qu'aient été élevées deux bâtisses bien différentes, quoique d'une hauteur et d'une magnificence égales. Le premier édifice d'un sol dur, où la construction a poussé d'un trait. L'autre est tombé laborieusement sur un sol mou et humide, et l'on a eu beaucoup de peine pour finir par trouver une assise solide. La partie la plus méritoire et la plus difficile de ce second édifice demeure invisible. Il est des esprits faciles et dégagés. D'autres doivent, comme on dit, être faits à la main, et ce sont les pièces d'assises qui absorbent leur effort. À mon sens donc, celui-là est plus heureux qui n'a jamais eu de difficulté avec lui-même. Mais on a mieux mérité de soi quand on a surmonté les insuffisances de sa nature, quand on ne sait pas avancer, mais hisser jusqu'à la sagesse. Ce rétif et laborieux génie, c'est le nôtre, sache-le. Notre route est semée d'obstacles. Ainsi donc, combattons, appelons à la rescousse. Et qui, dis-tu, appellerai-je? Celui-ci ou celui-là? Remonte pour ta part jusqu'aux anciens, qui sont, eux, de loisir. L'aide peut venir non seulement des vivants, mais de ceux qui ne sont plus. Parmi les vivants, portons notre choix non sur des hommes dont la parole fonce à toute allure, les dévideurs de lieux communs qui paradent en privé, mais sur ceux qui enseignent à vivre et qui, non contents de dire ce qu'il faut faire, le prouvent en le faisant, qui expliquent par leçon ce qu'il importe d'éviter, et ne sont jamais pris à commettre ce qu'ils ont recommandé de fuir. Choisis comme auxiliaire un homme que tu admires pour l'avoir vu à l'œuvre plutôt que pour l'avoir entendu. Ce n'est pas que je veuille t'empêcher de prêter ainsi l'oreille aux philosophes professionnels qui admettent le public à leur dissertation, si toutefois ils se présentent à la foule dans le dessein bien arrêté de se rendre meilleur en rendant meilleur. Si des vues de célébrité ne commandent pas leur rôle.
En effet, quoi de plus misérable que la philosophie courante après les acclamations? Est-ce que le patient complimente le chirurgien taillant dans sa chair? Faites silence, prêtez-vous et soumettez-vous à la cure. Même s'il vous arrive d'élever des clameurs, je les interpréterai comme des gémissements que je vous arrache en tâtant votre mal. Vous tenez à témoigner que vous êtes attentif et que les grandes idées vous émeuvent. Ayez ce droit, soit, mais que vous vous fassiez juge, que vous portiez un jugement sur ce qui vaut mieux que vous, comment vous le permettrais-je? Pythagore imposait à ses disciples 5 ans de silence. Crois-tu que, sitôt l'épreuve finie, ils aient eu le droit de parler et de louer? Mais quelle n'est pas la folie de cet homme qui s'en va la main riante après sa conférence, sous les ovations d'un public d'ignorants? Pourquoi es-tu bien aise d'avoir été loué par des gens dont tu ne saurais toi-même faire l'éloge? Fabianus dissertait en public, mais on l'écoutait avec décence. Une grande clameur de louanges jaillissait de temps à autre. C'était la grandeur des idées qui la suscitait, non la musique d'impeccables et moelleuses périodes. Ne confondons pas les acclamations du théâtre et celles de l'école. Dans la louange même, il est des excès. Si l'on examinait bien, toute chose au monde se décèle par toutes sortes de signes extérieurs, et pour saisir un indice sur la moralité, les moindres détails peuvent suffire. L'homme de mauvaise mœurs a pour le dénoncer sa démarche, un mouvement de la main, parfois une simple repartie, le fait de ramener un doigt à sa tête, une façon de couler le regard. Le fourbe est trahi par son rire, le fou par sa physionomie et son allure. Cet art se découvre à de certaines marques sensibles. Mais veux-tu connaître l'individu en son fond? Observe comment il donne, comment il reçoit les bravos. De tous côtés, les mains se lèvent en l'honneur du philosophe. Sa tête disparaît sous le flot des auditeurs enthousiastes. Le voilà couvert de louanges, dit mieux, couvert de cris comme un trépassé. Laissons ces démonstrations bruyantes à ces artistes qui ont pour but le succès auprès du public. Devant la philosophie, inclinons-nous bien bas. On permettra quelquefois aux jeunes gens de suivre un élan d'enthousiasme, mais seulement quand ils agiront par élan, quand ils ne pourront plus se commander le silence. Un pareil témoignage d'approbation contribue à la propre édification de l'auditeur, touche au vif les jeunes âmes. Mais c'est l'intérêt du fond qui doit les émouvoir, non l'arrangement des paroles. Autrement, l'éloquence leur est pernicieuse, qui leur fait aimer non les choses, mais elles-mêmes. Je n'en dirai pas davantage aujourd'hui. Il faudrait en effet un exposé spécial et de longue haleine sur l'art de parler philosophie devant le public, sur ce que le philosophe peut se permettre avec le public, sur ce qu'il peut permettre au public à son égard. La philosophie a perdu, personne n'en doutera, depuis qu'on l'a prostituée. Elle peut néanmoins se laisser voir dans son sanctuaire si elle se trouve avoir, pour vous y conduire, une sorte de prêtre, et non un gérant commercial.